suis née de l'union d'une maman qui vient de Mongolie et d'un papa québécois. Tous les deux ont un rapport particulier avec la forêt. En Mongolie, ce sont les femmes qui vont chercher le bois de chauffage pour les besoins de la famille, et mon père a cultivé le rêve de s'établir en forêt toute sa vie. Son projet était de renouer avec la tradition de son grand-père, un homme qui a vécu les grands chantiers forestiers d'antan et qui a passé sa jeunesse dans une famille qui produisait pas mal tout ce qu'elle consommait. Depuis un moment, ma conscience écologique s'aiguise. Je me pose beaucoup de questions et je réalise que les choix et les valeurs de mes parents ne sont peut-être pas représentatifs de toute la société dans laquelle je vis. Enfin, c'est un peu paradoxal, parce que depuis 2 ans, on dirait que les valeurs de ma famille sont devenues à la mode. Faire les choses soi-même et consommer local, ça monte en popularité et du coup, on passe un peu moins pour des bizarres. Chez nous, le bois occupe une place vraiment importante. Notre maison a été construite par mon père et un ami de la famille, tout en bois massif, dont une bonne partie vient de notre terre. On chauffe au bois, on construit une sucrerie avec notre propre bois où l'on cuit le sirop d'érable avec un évaporateur au bois. Mon père bûche depuis 2004 et la forêt chez nous semble intouchée, naturelle, avec des jeunes arbres et des anciens. Mais ce qui se passe dans la forêt de ma famille ne semble pas être la situation partout quand je regarde les nouvelles et que je vois la déforestation en Amazonie ou les sécheresses causées par les changements climatiques en Mongolie. Je m'appelle Atzaya. Ça veut dire destin chanceux dans la langue de ma mère. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance d'atterrir dans ce milieu de vie qui est celui que mes parents ont créé à Tewksbury. J'ai envie de partager cette chance et de vous ouvrir les portes de notre forêt, mais surtout de vous faire entendre tous ces acteurs de la foresterie qui passent chez nous parce que mon père est un acériculteur impliqué dans le domaine. Je pense en premier lieu à Jean-François, un technicien forestier devenu enseignant de foresterie. Une personne qui m'a permis de comprendre que couper un arbre peut être parfois un abus, mais aussi parfois la meilleure chose à faire. Maintenant, le paradoxe, c'est pas dans ma cour. Mais en même temps, les gens vont vouloir bâtir des nouvelles maisons. On va couper des forêts entières pour lotir des terrains tellement petits que pour la construction d'une seule maison, on n'est pas capable de garder un arbre parce que la pelle mécanique n'est pas capable de conserver un arbre. Donc, à partir de là, si on est prêt à acheter une grosse maison faite en bois, puis que le terrain qu'on va acheter est complètement rasé à blanc, même pas en coupe avec protection de régénération des sols, on parle d'une vraie coupe à blanc avec scalpage du sol organique, je comprends pas vraiment comment on peut s'insurger contre les coupes forestières faites de façon saine dans le nord ou dans le sud ou dans nos forêts feuillues ici dans la MRC, tout en glorifiant la grande maison, les pignons, les boiseries, les planchers de bois franc. On répond à une demande. Cette demande-là, c'est la population, c'est la société qui nous la commande, ces besoins-là. Donc, en même temps, si ma maison est démesurément grande, donc je consomme beaucoup trop de bois pour mon propre besoin à moi, il y a peut-être une remise en question de notre mode de consommation à faire. Ça va jusqu'au papier de toilette, ça va jusqu'aux essuie-tout, ça va dans tous les produits qu'on utilise dans nos vies qui sont issus de la forêt. Donc avant de dire que la foresterie, ce n'est pas nécessaire puis c'est une plaie, il faudrait peut-être regarder notre mode de consommation puis voir qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour améliorer ça. Puis peut-être essayer d'aller chercher de l'information ailleurs, les groupements forestiers, l'agence de forêt, l'agence de mise en valeur de la forêt privée, les syndicats, même les entrepreneurs forestiers attendent que ça répondre à vos questions parce qu'ils sont fiers de leur métier. Je suis convaincu que utiliser du bois est beaucoup plus écologique que vider une mine, harnacher complètement un territoire qui va être vide à tout jamais. La ressource est non renouvelable, tandis que le bois,
ben, c'est renouvelable. Si je coupe un sapin, dans 50 ans, il va en avoir un nouveau pour faire la même chose. Si je vide une mine, dans 50 ans, le trou va être vide. C'est terminé, mais je vais avoir mon mot-à-dire iPhone ou mon pont en métal ou ma bâtisse en métal. Il y a moyen d'aller chercher une plus-value puis un côté très écologique aux constructions en bois. J'en suis convaincu. Il faudrait parler avec certains spécialistes qui sont beaucoup mieux placés que moi pour le faire. Moi, j'ai une formation en foresterie comme technicien, donc je ne suis pas un scientifique. Il y en a qui sont capables de répondre à ces questions-là, c'est certain. C'est vivant, la forêt. Là. Quand on récolte un arbre mature qui est transformé, scié en produits qui peuvent être utilisés et stockés dans des bâtiments, il faut comprendre que le carbone que l'arbre a accumulé durant toute sa vie, parce que durant sa croissance, l'arbre va stocker du carbone, c'est-à-dire qu'il va rejeter plus d'oxygène dans l'air que de CO2, parce qu'il va stocker son CO2. Mais quand l'arbre arrive à un certain âge puis commence à dépérir, par être affecté par des maladies, des insectes, à faire des chablis ou autres, il devient un émetteur de carbone. C'est-à-dire que là, il va émettre du carbone, il va émettre plus de carbone que ce qu'il va en stocker parce que sa croissance est affaiblie. La proportion de bois qui est récoltée par rapport aux feux de forêt, aux épidémies d'insectes qu'il y a, c'est minime. Tu sais, puis si on était encore plus actif en faisant des travaux d'aménagement, puis qu'on les faisait correctement puis adéquatement, au bon moment puis à la bonne place, bien, c'est à ce moment-là qu'on serait capable d'améliorer le bilan carbone puis de réduire les feux de forêt puis les épidémies d'insectes. À ce moment-là, on n'est même pas rendu à ce stade-là, puis on dirait que les gens n'en veulent pas puis n'aiment pas voir les parterres de coupe, suivant une coupe totale, mais il suffit d'être patient. C'est comme un jardin, quand il est planté à la fin de l'automne, bien, on attend l'année prochaine. Mais il y a des parterres de coupe que ça paraît être la terre, puis il y a beaucoup de débris ligneux suivant la coupe, où il y a eu de la protection, là, de la régénération à certains endroits, où il y a eu du reboisement qui a été fait. Mais naturellement, c'est vert après 1 an ou 2. Là. C'est sûr qu'un des rêves qu'on peut avoir en forêt privée, puis qui est en développement, puis qui est dans l'air des temps, c'est la lutte au changement climatique. Il faut éduquer les gens, puis la forêt privée, les boisés privés peuvent contribuer énormément à la lutte au changement climatique. Il faut que la société en soit sensibilisée de cette situation-là. Et sans restreindre l'activité forestière, pour les raisons que je t'ai expliquées, qu'une forêt qui n'est pas aménagée, qui est à maturité, qui a des maladies, des insectes, des chablis, qui peut avoir même des feux, devient un émetteur de carbone. Tandis qu'une forêt qui est aménagée durablement, sainement, reste un puits de carbone. Elle va stocker du carbone durant toute sa vie, puis ces matériaux de bois-là vont être utilisés après dans des habitations, dans des immeubles commerciaux ou dans d'autres matériaux, puis leur durée de vie va être prolongée. Fait que durant ce temps-là, on améliore le bilan carbone de la province au complet, parce que lorsqu'on récolte le bois mature, il faut savoir que c'est vivant, on permet à la nouvelle génération d'arbres qui attendent parfois depuis plus de 10 ans, 20 ans, d'avoir accès à la lumière, de l'eau. Puis là, ils vont croître, puis ils vont stocker du carbone à leur tour.
faut voir ça comme un grand jardin, mais sur du long terme. Si on a un rang de carottes puis qu'on ne l'éclaircit pas, on n'aura jamais des grosses carottes, on va avoir toujours des petites carottes. C'est la même chose avec la forêt. Si on fait juste attendre d'avoir des gros arbres, on risque d'avoir des gros arbres morts, couchés à terre, qui génèrent beaucoup de carbone, qui polluent plus à pourrir qu'à couper et à séquestrer ce carbone-là dans des produits finis de construction. C'est simple. La foresterie, actuellement, si elle est bien faite, c'est probablement une solution pour nos problèmes là, de carbone, puis nos problèmes de chaleur, puis nos problèmes en général qu'on a, là, qu'on voit de réchauffement planétaire. Donc, il faut arrêter de penser que couper des arbres, c'est mauvais pour la planète. Si c'est bien fait, c'est probablement une des solutions envisagées, là. Oui, il y a la vente de bois. Il peut y avoir la vente de crédit carbone. Mais il faut reconnaître tous les services qui sont rendus par les boisés privés. Puis de plus en plus, on fait beaucoup de revendications avec la Fédération des producteurs forestiers pour qu'il y ait des compensations pour les services environnementaux qui sont rendus pour les propriétaires des propriétaires forestiers. Parce que les services, que ce soit pour le maintien de la qualité de l'eau, de plus en plus, la protection des milieux humides, la protection du couvert forestier, la protection des habitats fauniques, les exigences environnementales deviennent de plus en plus importantes pour le bien de la société, mais au final, les propriétaires forestiers, eux, sont dépossédés de leurs droits de propriété par l'usage qui peut en être fait, mais ne sont pas compensés. Fait qu'on demande, ça fait des années, on dit qu'il faut qu'il y ait des rétributions qui soient soit par une diminution du taux de taxation municipale, soit qu'il y ait des incitatifs supplémentaires pour effectuer certains travaux, mais il ne faut pas qu'il y ait d'autres instances ou d'autres règlements qui viennent contredire un peu les bienfaits de cette utilisation-là de la fibre ou de l'aménagement durable qui pourrait en être fait. On remarque dans certains règlements de zonage, il y a des propriétaires qui nous appellent et qui disent « Moi, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus récolter de bois sur ma forêt, j'ai du bois mature qui renverse. » Puis ils ne peuvent plus le récolter parce qu'il y a un règlement qui les en empêche ou que ça prend un permis, puis souvent qui est très dispendieux, puis qu'au final, le coût de ces permis-là ou de l'étude qui peut être faite de caractérisation de milieu humide ou autre, fait que ça va lui coûter plus cher que ce que ça va lui rapporter. Puis au final, c'est pour répondre aux besoins de la société, mais il n'y a jamais eu il n'y a pas de compensation, puis il n'y a pas de reconnaissance encore qui a été faite pour ces propriétaires-là, pour tous les services environnementaux qui rendent à la société. Puis ça, c'est un des grands défis. Puis ça, dans mes rêves, j'aimerais que le gouvernement reconnaisse cet effort-là, puis reconnaisse les propriétaires de boisés, puis qu'ils reconnaissent l'aménagement forestier, puis dire, regarde, c'est un outil de lutte au changement climatique. C'est le plus puissant outil qu'on peut pas avoir au Québec, parce que de la forêt, on en a. Puis si on l'utilise judicieusement, bien, on est capable de capter davantage de carbone, d'améliorer notre bilan carbone. Depuis un moment, il y a de plus en plus de marcheurs qui viennent dans notre région. C'est la ruée vers la nature, et c'est normal. La nature, ça fait du bien. Il y a même un endroit nommé Cité Joie au lac Beauport qui utilise la forêt pour apaiser des gens qui en ont vraiment besoin.
Et en plus, ils se servent de la foresterie et de la sériculture pour financer leurs activités. C'est le genre de projet qui me parle beaucoup parce qu'avec cette approche, on doit trouver l'équilibre entre l'exploitation et la conservation de la forêt. On a une érablière qui tourne autour de 1200 entailles. Ça occupe sur 66 hectares de terrain, aux alentours de 4 à 5 hectares, qu'on utilise à des fins acéricoles. Le reste de la forêt est aménagé, le bois est ramassé en bois de chauffage, un petit peu en bois de camping qui est revendu afin de ramasser des fonds. Bien, en fait, François de Cité-Joie, c'est un propriétaire, on pourrait dire un propriétaire type, là, avec une superficie de moins de 75 hectares. C'est sûr que pour devenir propriétaire enregistré, pour avoir accès au programme d'aide, il faut avoir plus de 4 hectares. Mais la majorité des propriétaires se situent entre 4, 40, 60 hectares. Donc, c'est un petit propriétaire privé qui peut être monsieur, madame, tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir une corporation ou d'avoir une compagnie pour accéder à nos programmes d'aide. Et puis, les propriétaires font affaire avec un conseiller forestier accrédité quand ils veulent avoir accès à nos programmes d'aide. Donc, que ce soit un conseiller forestier indépendant ou un groupement forestier. Nous, on est comme l'instance administrative qui gère le budget, font les cahiers de charges pour s'assurer que les travaux sont faits correctement. Mais les propriétaires, c'est monsieur, madame, tout le monde de la banlieue de Québec qui ont un petit lot à bois puis qui veulent faire des aménagements forestiers, mais de les faire correctement et d'avoir un encadrement professionnel. C'est sûr que les propriétaires qui font affaire avec nous, via les travaux qui sont admissibles à nos programmes d'aide, bien, en fait, oui, il y a une espèce de gage de qualité par la suite parce que les travaux qui sont faits en respect des guides des saines pratiques forestières. Donc, et en plus, les travaux sont supervisés par un ingénieur forestier qui va s'assurer du professionnalisme de l'exécution des travaux. On profite d'un site exceptionnel. On est en montagne avec des profils assez escarpés. Fait qu'on a dû composer pour rendre le site complètement utilisable puis pour les personnes à mobilité réduite accessible. Nous, à Cité-Joie, la clientèle prioritaire, c'est les personnes handicapées. La clientèle handicapée paye 50 du prix coûtant pour venir à Cité-Joie. Il faut trouver l'autre 50 dans la communauté ou par des événements de philanthropie ou autre. La cabane à sucre, quand il m'est venu l'idée de bâtir la cabane à sucre, on dit si on va chercher une clientèle régulière qui pourrait profiter du service, on pourrait aller chercher des fonds comme ça. Fait que de fil en aiguille, on a parti la cabane à sucre, monté le programme, puis il est devenu très populaire. Et la cabane à sucre permet d'aller chercher des fonds importants au niveau de l'organisme. Et c'est devenu une activité très prisée auprès des familles et des écoles et garderies de la région de Québec. En fait, les aménagements dans les peuplements d'érablières, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, nous, à l'Agence des forêts privées, puisque nos interventions peuvent s'appliquer dans l'ensemble des peuplements forestiers, qu'ils soient résineux, soit feuillus, jeunes ou vieux. Mais ici, spécifiquement, c'est une érablière sous exploitation. Ce n'est pas un peuplement qui est gelé dans le temps, une érablière. On peut faire des coupes de jardinage, on peut travailler la régénération qui est sous couvert. Il y a toujours moyen de mettre en valeur son lot. Donc, Cité-Joie peut être bénéficiaire de travaux qui sont subventionnés pour faire de la récolte. C'est jamais plus qu'un tiers. On va récolter en fait entre 20 et 30 du volume de bois sur pied sans toucher au potentiel. C'est toujours... c'est souvent des arbres qui sont en fin de vie, des morts, des croches, les malades. Et puis, on va toujours favoriser les meilleurs sujets qu'on va laisser debout. On va travailler la régénération pour refaire nos peuplements éventuels.
c'est sûr que nous, on a affaire avec de plus en plus de nouveaux types de propriétaires. Avant, on faisait affaire avec le fermier qui avait une parcelle de terrain. On n'avait pas besoin beaucoup de le convaincre de faire des aménagements forestiers. De plus en plus, surtout dans la couronne nord de la ville de Québec, on fait affaire avec des cols blancs, des gens qui s'achètent un lot, mais pas nécessairement pour faire avec une optique de faire de l'aménagement forestier. Donc souvent, on va avoir des villégiateurs, des chasseurs, mais il faut le faire voir quels avantages ils auraient à faire des travaux. Donc, par exemple, le chasseur, on va lui montrer que rajeunir sa forêt pour avoir une mixité entre abri et nourriture, ou quelqu'un qui est plus protectionniste, on va lui faire valoir que oui, la forêt est un puits de carbone, mais à quelque part, la séquestration, c'est bien, mais la récolte, finalement, si on veut pas que le carbone soit libéré, en bout de vie, bien, il faut nécessairement l'utiliser. Je ne parle pas nécessairement de l'envoyer au moulin à scie, mais il faut avoir une utilisation finale de ce bois-là. Là. Donc, les propriétaires, oui, sont appelés à jouer un grand rôle dans le moteur économique de la région, effectivement, parce qu'il y a un potentiel énorme de la forêt privée. Donc, juste pour faire un petit topo, chez nous, là, quand on parle de possibilités forestières, c'est on va les récolter seulement que les intérêts sur notre capital. Donc, actuellement, en forêt privée de la région 03, là, on récolte entre 30 et 40 de la possibilité forestière. Là, on ne touche pas au capital, on parle juste récolter des intérêts. Donc, il y a un potentiel énorme, que ce soit pour de la mise en valeur ou tout autre travaux qui sont possibles. Le fait que de plus en plus de gens veuillent venir passer du temps en forêt, ça dérange des fois. Il y a pas mal de trafic dans le bois. Mais à mon avis, c'est une occasion pour qu'on se parle plus de la foresterie que l'on veut pour le futur. Encore une fois, je pense qu'on a un beau défi d'équilibre, de dialogue, pour comprendre qu'il n'y a pas juste une vision de la forêt. La forêt ici, dans la MRC de la Jacques-Cartier, est plutôt utilisée de façon multiressource. On a évidemment l'exploitation forestière, qui n'est pas la première utilisation de la forêt. La première utilisation de la forêt, à mon avis, c'est beaucoup plus le tourisme, l'écotourisme. Les randonneurs, le ski de fond, la raquette. On a de l'escalade qui se fait ici dans le coin. On a le vélo de montagne qui est en explosion ici. Dans la MRC et ailleurs, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont là avant même qu'un arbre se coupe. C'est normal qu'un utilisateur voit une coupe forestière se produire dans son environnement ou dans son milieu, puis qu'il soit un peu choqué de ça, ou probablement beaucoup choqué de ça, parce qu'il est mal informé, parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça a été fait, parce qu'il n'a pas été avisé à l'avance que son paysage allait être transformé pour quelques années. Donc ça, il y aurait probablement là, quelque chose à aller faire en amont là, avec tous les utilisateurs de la forêt. Étant donné qu'il y a les surachalandages, les gens se disent il y a bien trop de monde, on voulait être tranquille. Bien, ils vont souvent s'orienter sur des terrains privés, des terres privées. Ces terres-là sont privées. Les gens qui possèdent ces terres-là peuvent faire des opérations forestières, ils peuvent faire de la chasse, etc. À un moment donné, c'est ça. Moi, je pense qu'il
Encore là, il y a beaucoup de sensibilisation et d'éducation à faire auprès des usagers pour respecter les terrains privés. On le voit beaucoup, les quads, même les clubs de 4x4, des fois, s'aventurent. Les gens, souvent, moi, j'habite sur Talbot ici. Derrière, il y a une ligne de transport d'énergie d'Hydro-Québec. L'hiver, là-dedans, c'est tout le monde est là. Tout le monde est là, mais ils s'imaginent que ça appartient à l'État. Mais les terrains où cheminent les lignes de transport d'énergie, c'est des fonds privés. C'est des terrains privés. On a aussi la nouvelle vague des gens qui veulent un peu fuir la ville. Mais ça a toujours existé. On a toujours eu des gens qui vivaient de la forêt puis qui étaient partie prenante de leur environnement. Fait que maintenant, on peut cohabiter tous ces gens-là ensemble, autant les randonneurs que l'exploitation forestière, que les gens qui en vivent, qui en font un milieu de vie, puis qui sont en harmonie avec leur environnement, mais qui sont pas à regarder les arbres pousser puis les regarder mourir, mais qui font vivre la forêt, qui la régénèrent, qui la travaillent, qui l'aiment, puis qui en retirent des bienfaits, des ressources, mais qui s'assurent que la pérennité de cette ressource-là va être là à tout jamais, parce que c'est leur environnement. Quand j'ai commencé ma carrière en forêt, je travaillais carrément en foresterie. Fait que c'est ça, j'ai vu les pratiques. Quand je suis sorti de la foresterie, je suis tombé en récréo-foresterie. Ma vision de la forêt a totalement changé. Je suis comme devenu un genre d'extrémiste. Il ne fallait plus rien couper. La forêt, c'est pas faite pour être exploitée ou surexploitée. Puis avec le temps, ben c'est ça. Des fois, en aménageant des sentiers, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut faire une passerelle, un pont, une structure, une tour. Souvent, on la fait en bois pour que ça fasse le plus naturel possible. Des structures en métal ou en plastique ou en fibre de verre en forêt, ça se marie moins bien. Mais ce bois-là qu'on commande d'une région X ou d'une municipalité Y, il a été prélevé dans une forêt aussi. On fait juste le transformer puis on l'embarque dans une autre forêt. Fait qu'on se rend bien compte qu'on est un minimum dépendant de l'exploitation forestière, du moins un minimum. Puis c'est ça. Puis comme je disais récemment, j'ai acquis une terre qui est très boisée, mais j'ai quand même l'intention de l'exploiter un minimum, pas pour l'exploiter à des fins commerciales, mais à des fins personnelles. On veut se bâtir une chaîne à bois, on veut peut-être se faire une nouvelle cabane. On n'ira pas chez Rona ou BMR pour aller acheter du 2x6. On va prélever ces tiges-là sur le terrain qui souvent peuvent rentrer en compétition avec d'autres essences ou quand c'est trop dense, des fois ça fait du bien de jardiner un petit peu, je crois, là, en tout cas. C'est un mal nécessaire. Moi, je pense qu'on est pris comme ça. On en consomme. Je vais faire bouillir de l'eau d'érable. J'ai pas un poêle à l'huile, j'ai une bouilleuse au bois. Il va falloir que je prélève ce bois-là quelque part. Je vais le prélever sur ma terre aussi. Fait que, tranquillement, pas vite, moi, c'est ça, mon rapport avec la forêt commence à changer. Avant, j'étais vraiment quelqu'un de très protection à tout prix, quasiment un activiste. Mais c'est ça, avec le temps, je commence à mettre un petit peu d'eau dans mon vin, d'être plus conciliant. Là, puis je comprends un petit peu plus pourquoi le Québec doit poursuivre l'exploitation de ses forêts. J'ai eu la chance de faire des interventions, je me souviens, sur le rang des érables, dans le coin de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, dans la MRC. Un propriétaire qui a un petit lot boisé, à peine assez grand pour être producteur forestier. On est retourné comme 3 fois, moi, dans les 22 années que j'ai été là. J'ai eu connaissance qu'on est retourné 3 fois faire de la récolte chez lui. Les 3 fois, la récolte a été payante pour lui.
Puis les 3 fois, chaque fois qu'on est retourné, il y avait du bois, mais comme on s'imaginait même pas. La dernière fois que j'ai fait une intervention chez lui, c'était avec une abatteuse multifonctionnelle qui a 10 pieds de large et le transporteur, la même dimension en arrière. On a dessiné un réseau de sentiers exceptionnel pour empêcher les voisins de voir une énormité. Mais même quand on se promène dans la forêt, on se rend compte qu'il en reste du bois, puis il en reste. Puis probablement que dans 10 ans ou dans 15 ans, le groupement forestier va pouvoir retourner faire une coupe chez ce propriétaire-là, puis encore rentabiliser sa terre. Donc ça, pour moi, c'est un vrai succès de foresterie, puis de foresterie durable. L'idée en arrière de ça, c'est la pérennité de la ressource, puis c'est dans des types de coupes partielles comme ça, adaptés au terrain, puis au peuplement, au site écologique aussi, pour être certain d'aller tirer le maximum, mais de ne pas hypothéquer le potentiel forestier pour le futur. Fait que je pense qu'on a vraiment une responsabilité d'aménager ça de façon adéquate. Il faut se renseigner. S'il faut aller rechercher de la formation, on va aller en chercher, c'est certain. Ce qu'on désire, c'est de le préserver pour essayer de céder ça à nos enfants. C'est un peu le patrimoine qu'on voudrait laisser à nos enfants. En faisant mes recherches pour mieux comprendre l'histoire de la foresterie au Québec, je suis tombée sur le film de Richard Desjardins, L'Erreur boréale. C'est un film frappant qui m'a vraiment choquée. Ok, ça date de 20 ans, mais tout ça se passait chez nous, au Québec. J'ai voulu savoir comment on enseigne aujourd'hui la foresterie aux gens de ma génération, alors je suis allée voir Jean-François Simard dans son école à Duchesnay. Salut Jean-François, merci vraiment de m'accueillir à ton école aujourd'hui. Je suis venue surtout parce que j'avais beaucoup de questionnements par rapport à la foresterie. Tu le sais, chez nous, on fait notre propre bois, on le coupe, on le scie, mais la forêt, on la laisse quand même tranquille, tu sais. On fait pas des grosses coupes. Mais récemment, j'ai vu le film L'Erreur boréale et j'ai vu que c'était pas le cas partout. J'ai vu des images vraiment choquantes, des forêts dévastées. Et je me demandais, est-ce que ce que j'ai vu, c'est encore la réalité au Québec? Est-ce que c'est la foresterie qu'on enseigne encore dans ton école? Pas vraiment, d'ailleurs. C'est un portrait de ce qui se faisait avant. On a un passé en tant que nation qui coupe du bois ou qui exploite la forêt depuis à peu près toujours. Il y a eu une certaine évolution. On pourrait relater toute l'histoire au complet de la foresterie puis des changements des législations qu'il y a eu ou des lois. Mais en 2000 ou à peu près, ou dans les années 90, il y a eu une certaine prise de conscience de fait sur les méthodes de coupe ou les façons d'exploiter la forêt au Québec. Monsieur Desjardins a fait ce film-là. C'était probablement une nécessité. Ça prend des gens comme M. Desjardins pour provoquer des changements, changer les mentalités, faire des prises de conscience. Donc, à l'époque, ça a choqué beaucoup les gens de l'industrie, avec raison. C'est jamais le fun de se faire dire ce qu'on fait mal, c'est toujours le fun de se faire dire ce qu'on fait bien. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a fait cette prise de conscience-là, autant l'industrie, le ministère, ce qui est le gouvernement, et la population, bien, tout le monde s'est mis un peu en mode solution. Donc, pour répondre à ta question par rapport à l'enseignement de l'école, non, c'est pas ce qu'on enseigne maintenant parce que les méthodes ont changé, puis le programme d'enseignement d'aménagement de la forêt ici à l'école de Duchesnay a évolué avec aussi les changements de l'industrie, les nouveautés, les recherches. Donc, tout ce qui se fait maintenant de nouveau et de mieux en foresterie. Alors, tu me dis que ça a changé, mais comment ça se concrétise, ça, dans vos enseignements? C'est quoi les valeurs que vous enseignez à l'école? Ce qu'on enseigne ici à l'école de Duchesnay, en fait, c'est surtout axé sur la pérennité de la ressource en aménagement de la forêt, bien sûr.
assurer les générations futures d'avoir encore de la ressource forestière ou de la fibre, ou appelons ça du bois, des forêts en santé, pour continuer l'exploitation, malgré ce qu'on en pense, mais on a besoin au Québec. Les cours ici, on a quand même quelques cours qui sont directement liés avec une réponse ou une réaction à l'erreur boréale, dont le cours Modalité d'intervention en milieu forestier, qui est un cours sur le nouveau régime d'aménagement durable en foresterie, le RADF. Ce cours-là montre aux élèves le règlement en tant que tel, puis comment appliquer ce règlement-là, qui maintenant protège les milieux aquatiques, régit les méthodes de coupe, puis encadre les coupes forestières pour avoir des bons résultats, puis s'assurer que ces coupes-là sont faites de la bonne façon en respect de l'environnement et de la faune. On a d'autres cours aussi comme notion de sylviculture qui enseignent aux élèves les différents types de coupes. Donc, oui, les CPRS, qu'on appelait anciennement les coupes totales, qu'on voit dans l'erreur boréale, qui ont l'air des catastrophes écologiques, mais maintenant, on appelle ça des CPRS parce que la coupe totale a vraiment changé. L'idée, c'est de protéger les sols de la régénération. Donc, on s'en va là. Les coupes partielles, comment faire des prescriptions sylvicoles, comment les intégrer dans le système de coupe ou dans les opérations forestières. On a plusieurs autres cours aussi qui sont comme aussi d'autres programmes à l'école. On a le programme Protection et exploitation du territoire faunique et abattage manuel. Donc, ici à l'école de Cheney, oui, on va parler de la mécanisation des opérations, mais dans l'enseignement, on a le programme abattage manuel qui nous permet de faire des coupes un petit peu plus personnalisées, qui ont encore leur place en forêt privée, beaucoup. Donc, intervention en coupe partielle dans les forêts feuillues sur des plus petites superficies, coupe sélective. Donc, on est là pour ce qui est de l'abattage manuel. Puis, programme de protection, exploitation du territoire faunique, bien, tout ce qui a trait à la protection de la faune et l'aménagement faunique. Et les jeunes qui viennent ici, est-ce que c'est des gens qui ont les mêmes préoccupations que moi? Est-ce qu'ils ont des questions par rapport à l'écologie? Oui, c'est des jeunes comme toi. C'est des jeunes qui oscillent, disons, en tranche d'âge entre 17 et cette année, j'ai eu des élèves jusqu'à 50 ans passés. Mais oui, c'est tous des personnes qui ont des préoccupations, des questionnements sur l'écologie, sur les façons de faire en foresterie. Ils arrivent ici en ayant des fois des images préconçues, souvent qui sont issues de l'erreur boréale. C'est normal, ça a frappé notre imaginaire. Donc, on est là pour faire certaines mises au point, les renseigner, les éduquer, en fait, puis en faire des bons forestiers qui vont faire les choses de la bonne façon. Donc, c'est des gens qui ont des fois de l'expérience en foresterie, des jeunes qui ont des familles avec des terres à bois, puis qui bûchent le bois avec leur père, leur oncle, leur grand-père depuis toujours. D'autres qui ont aucune expérience, connaissent rien, ils ont juste un certain intérêt ou une curiosité. On les amène à avoir la piqûre de la foresterie puis de l'aménagement forestier. On est là pour partager nos connaissances. Puis les enseignants ici à l'École de Duchesnay, mais je pense que c'est une des forces de la formation professionnelle, c'est d'avoir des gens qui ont fait partie de l'industrie ou du marché du travail pendant plusieurs années, qui ont une certaine expérience qui date. Donc, on peut relativiser ce qui se faisait avant, les changements qu'il y a eu, puis maintenant, les saines pratiques qu'on met en place là, aujourd'hui là, dans les opérations forestières. Donc, on partage toutes nos connaissances, puis je pense qu'on est capable de piquer la curiosité puis de rendre notre passion assez que c'est contagieux. Les jeunes qui sortent d'ici sont contents d'aller travailler pour l'industrie. Les préjugés tombent,
Puis ils ont juste le goût de faire mieux, puis de faire avancer la foresterie encore. Puis ce que je leur dis tout le temps, c'est vous êtes jeunes, c'est rendu à vous autres de faire évoluer ce domaine-là, puis d'en faire un milieu qui va toujours s'améliorer et non régresser. Fait que je pense que les mettre en mode solution, puis leur donner maintenant cette tâche-là, c'est juste une belle motivation pour la suite. Pendant que j'étais avec Jean-François, mon père, qui m'offrait le transport, en a profité pour aller voir son ami Michel, un autre producteur forestier qui entretient une forêt dans le secteur du bout de la rivière Jacques-Cartier. Le lot de Michel venait tout juste d'être frappé par une bourrasque violente qui a ravagé sa forêt mature. Un effet des changements climatiques, selon Michel, dont le père aurait 100 ans aujourd'hui, et qui lui-même n'avait jamais observé pareil phénomène. Probablement que mon père n'a jamais vu cette violence-là qui s'est passée par la nature dans sa forêt, parce qu'il m'en aurait certainement parlé dans les 60 quelques années que j'ai travaillé à sa compagnie. Mon père aurait 100 ans et plus, il est décédé en 2000. Et là, quand j'ai vu cette affaire-là, c'est qu'il est arrivé une tempête. On a tous entendu, ça a été médiatisé beaucoup au Québec, là, à partir de l'Outaouais, ça a longé les Laurentides, la chaîne, le Saint-Laurent au nord. Et ici, sur notre terre, ça l'a passé un corridor là, vraiment d'une rare violence. On appelle ça, il paraît un déréchaud. On connaît les tornades, le phénomène des tornades, c'est un vent violent qui tourne. Là. Mais là, c'est un vent en ligne droite qui écrase avec un mur de pluie. Alors, quand c'est arrivé, cette affaire-là, on la voyait venir. Il y avait comme un mur, c'était noir, puis il y avait comme un boudin blanc, puis ça avançait. Et là, ça a duré peut-être quand c'est passé. Ici, il y a eu de la violence, mais le lendemain, quand on constatait en forêt, parce que le premier réflexe, quand t'arrive ça, une affaire violente comme ça, bon, on dit, le chemin, on n'est plus capable de monter à cabane, il faut que je lave mes chaudières, puis il faut que je monte à cabane, je vais aller voir si le chemin est fermé, il y a sûrement des arbres cassés. Et là, tu découvres l'ampleur de ce que tu pensais et beaucoup plus que ce que je m'imaginais. Alors, puis même, je te dirais, là, alors on a dû ouvrir durant 2-3 jours de travail des dizaines d'arbres de travers, des arbres majeurs, matures, centenaires parfois, dans le chemin pour monter. Les autres chemins où mes voisins accèdent aussi n'ont pas pu monter. Il faut que je dégage parce que le moulin assis venait le lendemain, tout ça. En tout cas, et là, 2-3 jours après, je continue d'explorer dans ma forêt. Et là, je découvre ce qu'on vient de filmer, ce qu'on appelle, je dis, un déréchaud. C'est un genre de tempête là, qui a tout écrasé. Et là, on est en forêt centenaire, des épinettes, une pinette de centenaire, plus que centenaire, avec de la pruche, une pruchière à travers de ça, très dense. Et donc, il a toujours été aménagé par pied d'arbre, par jardinage, et là, qui est complètement rasé, comme si on avait passé un boule dessus, le bulldozer dessus. Alors, c'est très impressionnant. Puis, un peu plus loin, c'était une forêt naturelle indigène un peu, là, qui avait été aménagée, mais à un autre endroit, c'est qu'on avait vraiment fait des investissements de notre temps avec Jean-Benoît, mon technicien, pour faire des aménagements dans une belle sapinière il y a peut-être une dizaine d'années. Et la sapinière est complètement massacrée. Donc, on n'a pas fait ça pour rien. On n'a pas fait ça dans le but qu'elle soit massacrée 10 ans plus tard par une tempête. Alors, cette tempête-là m'a fait dire ceci. Écoute, j'ai été ébranlé. J'étais vraiment ébranlé là, durant cette journée-là. Les journées qui ont suivi, puis tu essaies de comprendre, puis tu dis, ben oui, c'est sûr. On entend aux nouvelles à tous les jours, plusieurs fois par jour, sur tous les canaux du monde. Ça se passe partout sur la planète, mais jamais dans notre courant. C'est loin, hein? Mais ici, là, c'est sur ma terre, puis c'est sur la terre de mes voisins, mes amis. J'ai des amis forestiers à Pont-Rouge, dans le Brûlé, ça a passé ailleurs. Hop là! Il dit là, c'est un avertissement sérieux. On dégage des énergies pour renouveler notre forêt, parce qu'on le sait, la forêt, c'est le poumon de la planète. C'est le poumon, hein? L'agriculture nourrit et la forêt fait respirer la planète. Puis l'agriculture, elle nourrit la planète.
Mais là, si notre poumon il est rendu avec une espèce de problématique où est-ce que les changements climatiques, puis on y participe tous à ça, là. C'est pour ça qu'il faut interpeller, là. Si c'est vrai, on le sait, là, c'est scientifique. Les changements climatiques sont la cause de ces éléments violents-là qui arrivent, puis là, qu'on nous dit qu'ils vont arriver de plus en plus souvent. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix de le croire. C'est fait. C'est fait. Donc, on n'est plus dans le futur, on est dans le passé maintenant. C'est commencé. Alors là, ben moi, je me dis, oh, palais, si la nature commence à fesser sur ce qui nous amène l'oxygénation de la planète, ça me fait dire, mon Dieu, ça augure mal, là. Parce que notre phénomène de défense, c'est un peu comme ton système immunitaire. Ta forêt, c'est comme ton système immunitaire un peu. Il arrive une agression, la forêt, elle va te défendre, elle va te donner de l'oxygène, elle va capter du carbone, puis ça, toujours dans le cadre des réchauffements, puis tout ça. Et là, ben la forêt est plus capable, elle se fait même envahir, elle se fait même, blesser, puis endommager par un phénomène naturel dans lequel il faut absolument prendre conscience, prendre acte. Et ça s'ajoute aux épidémies naturelles, là. Ça fait des siècles qu'il y a des épidémies d'insectes, qu'il y a des feux de forêt, puis on sait qu'il y a des bienfaits à ça parce qu'il y a un phénomène naturel. Dans le cas de ça, on peut bien dire que c'est un phénomène naturel, mais à partir du moment qu'il est occasionné par l'humain, ça on le sait, là, par nos pratiques, dans nos façons, par nos autos, par tout notre transport, tout ça, par la mondialisation qui oblige tout ça aussi, là, bien, ça questionne quelque chose d'important sur l'avenir de l'être humain. Alors, cette petite tempête-là m'a fait réfléchir beaucoup à tout ça, là. C'est comme une évidence qui est en pleine face, là, comme un coup de poing, là. Si tous les efforts que les forestiers mettent à aménager leurs boisés pour optimiser la captation du carbone sont réduits à néant à cause du climat en dérèglement, il me semble qu'il va falloir impliquer d'autres acteurs que les bûcherons dans la réflexion. Parce que c'est tout le monde, moi et les gens que je côtoie, qui font partie du problème en consommant depuis trop longtemps sans répit. En faisant ça, on mine nos chances de freiner les conséquences de nos émissions de carbone dans l'atmosphère. La forêt et son aménagement apportent des bienfaits et des ressources à tout le monde, alors c'est à tout le monde de se sentir concerné. Mais monsieur et madame tout le monde, eux, après avoir vu le film L'Aurore boréale, qu'est-ce qu'on peut faire pour la forêt? Je pense que le mieux pour le grand public, c'est de s'informer. C'est aussi d'y aller en forêt. Assis à la maison, en regardant un reportage où on fait parler des images, c'est bien beau, mais il n'y a rien comme aller visiter les parterres de coupe, prendre connaissance ou voir de ses yeux les bandes de protection riveraine, comment on protège les milieux aquatiques, comment on protège le sol, comment on protège la forêt résiduelle après coupe, comment on aménage ces forêts-là pour en avoir de façon pérenne ou à tout jamais, là, disons ça comme ça, puis qu'on assure que cette ressource-là va être là pour nos petits-enfants puis nos petits-petits-enfants. Il n'y a rien de mieux qu'aller se promener en forêt puis d'avoir un regard critique. Il y a toujours deux côtés à la médaille. C'est certain que la journée 1 après une coupe, c'est moins beau que 10 ans après. On ne pourra pas dire le contraire, mais la forêt, ça régénère d'elle-même. Puis il n'y a rien comme aller jeter un petit coup d'œil pour s'en imprégner puis vraiment le voir. Il y a plein de places comme ça ici au Québec. On est chanceux, les forêts publiques sont ouvertes à tout le monde. Donc, si on va faire un tour dans une des forêts gérées par la CEPAC, on va voir des coupes forestières. On peut s'arrêter, aller voir de quoi ça a l'air. Si on va marcher des sentiers dans n'importe quel parc touristique du Québec, on va en croiser à certains endroits. Puis, il y a une question aussi là-dedans de prise de conscience du public, dans le sens que c'est nous, le grand public, que ce soit moi, toi, ton oncle, qui consomme ces matériaux-là, ces produits forestiers-là. Donc,
qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut se priver de tous les biens ou tous les produits de consommation qui sont issus de la forêt ou puis les remplacer par des substituts ou d'autres matériaux peut-être issus des produits miniers qui ne sont pas nécessairement plus verts que le nôtre? Moi, je pense que la forêt, qui est une ressource renouvelable, contrairement à toutes les autres ressources, on a une grosse leçon de vie, je crois, à avoir ou à prendre conscience, parce que c'est nous autres, les consommateurs, qui au final, dictent à quel rythme on va couper la forêt, puis on va s'en servir. Donc, on doit se questionner, qu'est-ce qui est mieux, une ressource renouvelable ou une ressource non renouvelable, puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous autres, le petit public, comme sacrifice dans notre consommation. Je t'invite à aller visiter une coupe qui a été faite il y a 6 ans. À l'époque, je n'étais pas professeur, j'étais aux opérations au Groupement forestier de Québec-Montmorency. Puis, on a fait une coupe chez un propriétaire privé, pas loin de chez toi. Puis, dans cette coupe-là, il y avait 2 ou 3 prescriptions sylvicoles, dont une qui était en coupe partielle, puis l'autre qui était une CPRS. Les CPRS en milieu privé, c'est des plus petites superficies, je te le concède, mais c'est le même traitement qu'une grande superficie, c'est la même coupe. Je t'invite à aller voir, puis te faire une tête, faire ta propre opinion en observant, est-ce qu'il n'y aurait pas des champignons comestibles? Il y a toutes sortes de débris ligneux, puis de résidus de coupe qu'on appelle, qui traînent par terre. Qu'est-ce que ça amène? Est-ce que ça enrichit le sol? Est-ce qu'on a des petits fruits qui ont poussé? Est-ce que la régénération du prochain peuplement est en train de prendre la place? Est-ce que les ruisseaux qui sont existants sont protégés? Va voir, fais-toi une idée. Est-ce que tu vas croiser des animaux peut-être qu'il n'y avait pas avant ou qu'il y en a plus qu'avant? Tu vas probablement avoir des réponses à tes questions. Puis, va prendre une marche en forêt. Mais merci beaucoup, Jean-François. J'ai vraiment apprécié la visite de l'école et j'accepte ton invitation. Je vais aller voir ta fameuse coupe CPRS. Ça m'a fait plaisir, Atsaya. Merci. Pendant ma visite dans le bûcher, en plus de tester ma résistance aux mouches, j'ai pu voir les traces de la coupe. C'est clair que l'humain est passé par là. On peut voir les couloirs de coupe et puis des débris ligneux au sol. Mais il y a de la vie dans les débris, des champignons et des animaux qui semblent y trouver des habitats parfaits pour eux. J'ai vu des plants d'épilobes, de verges d'or, de la catrinette, des framboises et du bleuet en masse. Tous ces végétaux sont absents au cœur de la forêt mature où moi j'habite. Ça veut dire qu'après la coupe, si les sols sont protégés, ça repousse, ça revit. Et puis, c'est de la vie différente qui attire des insectes pollinisateurs, des petits animaux, et puis des plus gros qui trouvent des sources de nourriture. J'ai vu pas mal de vieilles pistes d'orignaux, ce qui me fait dire qu'il n'y a pas juste moi qui est venu nourrir les mouches noires sur le site. Les mots que je retiens suite à toutes ces rencontres et toutes ces réflexions, ce sont les mots dialogue, cohérence et volonté. La forêt, si on l'aime autant qu'on le dit au Québec, va falloir y penser un peu plus souvent que lorsqu'on s'en va au chalet ou qu'on a le projet d'aller s'y couper un sapin de Noël. On doit en parler un peu plus.
On a besoin de se questionner sur la manière dont on la consomme tous. Mais surtout, on a le défi de se trouver la volonté de faire les choix qui vont nous permettre de pouvoir l'aimer pour toujours.